dis souvent, l'écologie, c'est pas une histoire de panneaux solaires. L'écologie, c'est une histoire de conscience, de conscience de soi, de conscience des autres, de lien avec la nature, avec ce qui nous entoure. Et finalement, si on met cette énergie-là, tout ira bien. Il y a bien sûr un peu de technique et de savoir-faire, mais voilà, pour moi, l'écologie, c'est vraiment ça. C'est le lien avec tout ce qui nous entoure. Emmanuel Coste, je suis architecte et il y a 30 ans que j'œuvre pour l'agence Coste Architecture, qui a fait des projets un peu partout en France et même dans le monde. Et c'est vrai que je suis vraiment sensible à notre empreinte écologique et à l'impact qu'on peut avoir sur la planète. Hein. Donc ça, il faut, pour moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est ça, c'est réduire notre empreinte écologique et puis aussi faire des bâtiments qui ont du sens et qui rendent les gens heureux. C'est l'archétype des bâtiments bioclimatiques. Donc c'est vraiment le principe des bâtiments. Il y a un modèle qui s'appelle le Earthship qui a été inventé par un architecte américain. On a toute une partie nord qui est enterrée et la partie sud c'est vitré comme on va voir. Et c'est génial, hein. On se dit mais on pourrait habiter dedans. Voilà, j'ai fait ça cet été là, avec des copains. C'est tout en bois local, donc c'est du bois qui vient des scieries locales. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose de planté parce qu'on n'a pas installé les bacs. Mais voilà, donc le principe. Donc là on a des bidons qui sont remplis d'eau et qui contribuent à l'inertie parce que c'est très important de pouvoir stocker l'énergie qui est accumulée dans la journée par le soleil et la restituer la nuit. C'est ce qui permet de faire voilà, ce qu'on appelle l'inertie, c'est le déphasage en fait, c'est stockage, relâché après la chaleur. Le design en fait de la serre est fait pour que tout l'hiver et en fait entre l'automne au printemps, le soleil rentre et tape sur les bidons. Donc là on voit que là on est quasiment au solstice d'hiver, donc c'est là où le soleil est le plus horizontal. Donc là on voit qu'il tape sur les bidons totalement. Et les bidons se chauffent très légèrement, hein, mais là Oui, alors qu'à l'extérieur il fait quand même un petit moins de 2. Voilà, ouais. Et en été, le soleil il vient à la verticale, donc du coup il touche pas les bidons, parce qu'il ne faudrait pas qu'en été les bidons chauffent, parce qu'il ferait trop chaud dans la serre. Donc tout ça, c'est... Donc là c'est une première expérience pour toi ou tu as déjà construit ce type de serre bioclimatique ? J'ai fait pas mal de bâtiments bioclimatiques, parce que pour moi la base de la construction c'est le bioclimatique. Ce que je dis souvent, c'est qu'avant de penser panneaux solaires, pompes à chaleur, etc., la première des choses, c'est de penser comment on va utiliser l'énergie gratuite qui est le soleil et comment on va la stocker, la restituer. Donc c'est l'orientation du bâtiment, son isolation. Donc là, il n'y a pas forcément d'isolation parce qu'on est dans une serre, mais dans une maison, il suffit d'isoler et puis on peut garder cette chaleur qui est accumulée gratuitement. Donc là, tu vas créer un petit potager. Il y aura un potager à la fois pour cultiver toute l'année et puis pour faire les semis. Donc là, il y aura des planches à semis. Et là, j'ai prévu de mettre des bacs, des grands bacs en bois pour pouvoir planter même des plantes toute l'année. Parce que bon, même les tomates, elles pourraient pousser même en hiver si on est au chaud. J'ai récupéré des pieds d'avocat de Corse, là. J'ai planté de l'avocat. On va faire de l'avocat local. On est sur de l'habitat hyper économique, donc ça pourrait être une maison. Encore une fois, comme je le disais, le modèle des Earthship, qui est donc le vaisseau terrestre en français, c'est génial parce qu'on est sur un bâtiment qui a une forme particulière. Donc ça, après, la difficulté en logement, c'est de répondre souvent aux contraintes d'urbanisme. Mais ça, c'est pour moi une vraie problématique par rapport à ce changement qui doit s'opérer pour faire des bâtiments performants. Souvent, on est coincé par une architecture traditionnelle avec la maison traditionnelle, les toitures en tuiles, etc. Pas de grandes ouvertures au sud. Souvent, c'est interdit. On est obligé de faire des petites ouvertures. Et ça, c'est contre-productif par rapport à une architecture bioclimatique qui est vraiment, pour moi, la base. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui avait été défendu par l'association Négawatt, qui existe toujours au moment du Grenelle de l'environnement. Ils avaient expliqué que dans toute construction, si on veut être cohérent, c'est dans l'ordre sobriété, efficacité, et ensuite viennent les énergies renouvelables.
Et sobriété, efficacité, théoriquement, on doit être quasiment autonome, on n'a pas besoin de plus. Donc après, on met quelques panneaux solaires et un poêle pour les moments où c'est un peu plus tendu, mais déjà, la conception elle-même. Donc c'est bioclimatique, isolation, et ça fonctionne bien. Dans mon parcours d'architecte, j'ai eu la chance de croiser le photographe Yann Arthus Bertrand, qui était un de mes voisins à l'époque. Et on buvait un verre comme ça, et puis c'était en mai 2006. Et il me dit est-ce que tu sais construire une maison sans chauffage ? Je voudrais montrer ça dans mon émission Vue du ciel sur France 2. Je voudrais montrer à tout le monde qu'on sait faire une maison économe et économique et où il n'y a pas de chauffage classique. À l'époque, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais j'étais comme la plupart des architectes français à ce moment-là. On ne connaissait pas ces principes de maisons qui fonctionnaient déjà très bien dans les pays scandinaves ou en Allemagne et tout ça, les maisons dites passives et autres. Donc je me suis fait une formation accélérée tout seul en essayant de voir tout ce qui se faisait et pour pouvoir répondre à sa demande. Et alors le truc, c'est qu'on était au mois de mai, il m'a dit je veux tourner dedans en septembre. Mais c'est un sacré challenge, mais bon, on y va. On a tourné dedans en janvier, ce qui était déjà quand même pas mal, donc on a conçu cette maison. Et en plus, il me dit je veux surtout pas une maison d'architecte. Bon, ça voulait dire qu'il voulait une maison, quoi. Donc on a fait, alors c'était plutôt à côté de la région parisienne, donc on a fait une maison type longère, assez simple. Et bon, on va dire un peu l'erreur un peu qui a été faite sur ce projet, c'est qu'il voulait qu'elle puisse être reproduite en grande série. Et il a pris un constructeur qui était à l'époque partenaire du projet, c'était Maison Phoenix. Bon, c'était pas forcément le partenaire le plus écologique possible, mais c'était un choix qui se défend parce que Yann, il voulait vraiment qu'on puisse la diffuser en grande série pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et Phoenix n'ont pas du tout joué le jeu, même au niveau prix, parce que dans l'émission, ils l'annoncent à 1200 € du mètre carré. Ce qui est pour moi atteignable, hein. C'est un objectif qu'on peut atteindre. Donc une maison de 100 mètres carrés, 120 000 € qui était plutôt atteignable. Donc finalement, c'est possible d'avoir une maison sans chauffage. Oui. Donc voilà. Et donc cette maison, elle est restée à l'état de prototype. Mais moi, ça a toujours été un truc dans ma tête en me disant déjà, on peut faire sans chauffage. Et comment faire une maison accessible à tout le monde ? À l'abbé Pierre qui disait sur ma tombe, mettez pas des fleurs, mais mettez la liste des gens à qui vous avez offert un logement accessible et décent, quoi. C'est à un moment donné, c'est le sujet aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, avec tout ce parcours d'architecte, donc il y a eu la bonne maison, ça m'a fait prendre conscience qu'on peut construire des maisons sans chauffage et assez simples. J'ai ensuite construit ma propre maison qui a été un laboratoire, donc c'était la maison Canopée. J'ai vécu 10 ans dedans et j'ai pu voir aussi que le sans chauffage fonctionne très bien. J'ai fait mon bureau qui est un bâtiment à énergie positive biodégradable, donc il est basé sur les principes du cradle to cradle, c'est-à-dire que pour moi, un bâtiment de bureau, il a une durée de vie limitée à l'activité. Et en fin de vie, on pourrait l'étaler dans le champ. Et puis, génial, mais c'est vachement innovant, ça. Ouais, je pense que c'est... pour moi, c'est tellement logique. Aujourd'hui, ce qui me ferait vibrer, c'est de me dire, mais comment je peux construire une maison pas chère, quoi. Même en imaginant, aujourd'hui, on s'intéresse à toute la filière des matériaux recyclés. Parce qu'il y a tout un tas de matériaux qu'on récupère des bâtiments. Donc, il y a d'ailleurs... des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, comme des ressourceries de matériaux. Oui. Donc là, je pense à Recycle Up ou un truc comme ça. C'est une société qui fait une base de données de tout ce qu'on peut récupérer. Et de se dire, tiens, on va faire une maison, qu'est-ce qu'on a en magasin de trucs existants et on construit avec ça. Alors, maison sans chauffage, c'est déjà à la base les principes du bioclimatique. Donc c'est l'orientation. C'est ce que faisaient un peu les anciens, c'est-à-dire qu'on était protégé au nord avec peu d'ouverture, et on était très ouvert au sud, et avec une protection solaire pour l'été, parce que si on est trop ouvert, l'été, on est en surchauffe. Et ça, c'est donc le design de la maison qui fait tout au départ. Donc c'est ça. Ensuite, c'est l'isolation. C'est bien isolé, notamment au niveau du sol, et souvent, les constructeurs classiques, ils oublient que... il y a beaucoup de froid qui arrive par le sol, donc on vous met parfois, quand on fait un pavillon lambda, on met 5 cm de polystyrène et on se dit c'est bon. Mais non, dans le sol, c'est une grosse épaisseur d'isolant.
donc de préférence biosourcés, mais il y a des tas de sujets comme soit il y a un matériau en verre soufflé recyclé qu'on peut mettre au sol. Il y a le liège, il y a plein de matériaux qui sont compatibles avec le sol. Et donc bonne isolation par le sol. Et après, faire un cocon autour de la maison, mais assez important. C'est pas juste avec 30 cm de laine de verre. C'est une grosse épaisseur, donc on peut construire en botte de paille éventuellement, en terre paille, en chaux paille ou en fibre de bois. La fibre de bois est assez intéressante parce qu'elle a de l'inertie, donc pour le confort d'été dans des régions plus méditerranéennes où il fait chaud, c'est assez intéressant. Mais donc bien isoler ce cocon, et il faut qu'il soit continu, qu'on évite ce qu'on appelle les ponts thermiques. Le pont thermique, c'est la liaison qui est entre la dalle du bas et le mur, qui est entre les planchers intermédiaires et le mur. C'est à chaque fois qu'on a une coupure d'isolant, on a le froid qui arrive et qui passe par le plancher et qui diffuse dans la maison. Donc ça, c'est bien pensé tout ça, mais je suis étonné que ce ne soit pas vraiment un réflexe. Ça. Et encore aujourd'hui. Oui, parce que même en éco-construction, les gens qui font leur maison uniquement en paille ou en chanvre, c'est pas forcément assez alors non plus. C'est pas forcément assez, et puis il n'y a pas cette vision globale. Après, une fois qu'on a bien pensé tout ça, on pense production d'énergie, mais déjà, je dirais, une maison comme ça, 70 ou 80% de l'énergie va venir du soleil gratuitement. Donc après, il suffit d'avoir un poêle à bois, et on évite en ce moment le pellet, parce qu'on est aussi coincé par le prix du pellet. Donc c'est plutôt le bois à bûche, et un poêle très performant dans la maison, qui permet de rayonner. Et éventuellement, moi ce que j'avais mis dans une maison, c'est une cuisinière à bois qui est au centre de la maison, sur laquelle on peut cuisiner et qui chauffe la maison. Et donc ça, c'est tout ce qu'on peut cumuler pour faire un habitat le plus autonome possible. Mais j'ai travaillé même pour des bailleurs sociaux qui m'ont demandé de travailler sur des logements collectifs en autonomie. Donc on a creusé différentes pistes. On peut y arriver. Mais après, c'est encore une fois une volonté, soit de l'élu, soit du bailleur social, qui se disent tiens, changeons de modèle tous ensemble. Dans les communes, il y a beaucoup de greenwashing, comme on dit. C'est-à-dire, en vérité, au final, ils se font coincer par les fournisseurs d'énergie qui, eux, vont vendre la technologie, soit les pompes à chaleur, soit les panneaux solaires et compagnie, alors que la problématique n'est pas là. Je pense à un sujet, sur la réhabilitation, qui est quand même le gros sujet, en disant aujourd'hui, il y a des tas de bâtiments qui ont une certaine valeur patrimoniale, parce qu'ils sont là et autant les utiliser. J'avais travaillé avec des bailleurs sociaux sur les solutions de rénovation énergétique très performantes. Et j'avais amené des bailleurs sociaux, c'était à Reims, je les avais emmenés en Autriche, voir des systèmes de réhabilitation énergétique super performants, où un gars avait imaginé un panneau de façade qui était vitré, dans lequel il y avait une sorte de mur trombe. Enfin, le mur trombe, c'est un mur qui génère de la chaleur tout seul. Donc au lieu d'avoir un isolant type laine, etc., on est sur ce qu'on appelle un isolant actif. Donc, et il habillait tous les bâtiments avec ça. Alors c'est vrai que ça faisait un look un peu autrichien, tout le bâtiment était vitré. Et c'était bluffant parce qu'on passait de bâtiments qui consommaient 350 kWh par mètre carré par an à 12 kWh par mètre carré par an. Donc avant c'est 350, on passe à 12. Donc là il n'y avait plus de chauffage. J'étais en Autriche, il faisait moins 10, il n'y avait pas de chauffage dans les bâtiments et il faisait super bon. Et ça, voilà, s'il y a une volonté, on y va, il y a des solutions qui existent. Donc aujourd'hui c'est vraiment une volonté politique de mettre l'argent où il faut. J'étais un des précurseurs puisqu'on a été dans les 4 ou 5 premiers à avoir une Tesla en France. Parce que je m'étais dit, ouais super, la voiture électrique c'est l'avenir de l'humanité, Elon Musk il est super gentil pour tout le monde. La première fois que je l'ai branché chez moi, j'avais une maison vraiment zéro énergie, super passive et tout ça. La première fois que je l'ai branché, une charge de la Tesla, c'était 1 an de lave-linge. Une charge, donc pour faire 300 km. Mais ça on ne le sait pas, quoi. Il faut expérimenter alors pour voilà, comprendre donc, ça. Moi il se trouve que j'avais des compteurs partout, j'avais un compteur pour le lave-linge, j'ai vu les kilowatts, et j'ai vu ce qu'a pris la charge de la voiture. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, on a aujourd'hui cette installation photovoltaïque qui est pas ridicule. Elle charge 1/10 de la batterie de la Tesla en une journée en plein été, même pas en hiver. Donc ça veut dire que pour une charge, il faut un champ de photovoltaïque. On ne sait pas faire autrement. Et ça, comment ça se fait que cette information on l'a pas? Parce que je te remercie, parce que même moi, tu vois, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Les gens qui achètent au nom du développement durable et de la transition énergétique toutes ces voitures électriques, quand on leur vend une voiture, on n'explique pas ça. On n'explique pas parce que il y a effectivement le choix aujourd'hui de changer. Il y a ça et puis on revient à la problématique des panneaux solaires que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est toute la techno qu'il y a derrière. Quand j'ai vu effectivement sur la Tesla
qui par ailleurs, c'est quand même une super voiture, mais l'électronique qu'il y a dedans, donc il y a l'électronique des batteries, et c'est énorme la quantité de batteries, et donc les terres rares, et tout ce qu'il y a derrière. C'est pas le sujet aujourd'hui, donc on va pas parler forcément de cette problématique de production des terres rares, mais toute l'électronique. Et ça tombe en panne, et ben on ne sait pas le réparer, c'est des cartes électroniques. Tesla, le jour où ils veulent arrêter toutes les Tesla, ils appuient sur un bouton, ils arrêtent toutes les Tesla du monde entier en un seul bouton. Hein. Donc, moi j'avais vu à l'époque, parce que quand je l'avais, ils nous traçaient, ils savaient qu'on avait fait tant de kilomètres, etc. Ah ouais, okay. Ils tracent tout le monde, et il peut arrêter tout le monde. Mais ça, personne ne le sait. Ah non, on ne le sait pas. Et ouais, donc ça, c'est... Ah oui, belle information. Donc par contre, la voiture électrique petite, moi je pense que par exemple la Citroën Ami, en utilisation urbaine, c'est une bonne idée. Ou même la Zoé est quand même beaucoup moins. Mais toutes les berlines, j'allais dire, ou toutes ces grosses voitures. Le problème, c'est de faire des grosses voitures et de faire des SUV électriques, c'est un non-sens. Le point qui m'a un peu déçu quand j'ai vu l'installation, c'est toute l'électronique qu'il y a derrière. C'est pas juste 15 panneaux qu'on met là et qu'on branche sur la prise. Ça veut dire qu'il y a des onduleurs, des tableaux électriques, etc. Et le jour où il y a une panne, on est quand même dépendant d'un installateur qui doit fournir le système électronique. Et ça, pour moi, c'est préoccupant. Là, en cette saison, ça fait tourner les radiateurs toute la journée. Donc pendant toute la journée, c'est zéro investissement, c'est le soleil qui chauffe la maison. Là, en électricité, je suis même pas à 40 € par mois en électricité. Pour une maison de 250 mètres carrés. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est bon. Parce qu'il y a quand même le thermique et le photovoltaïque, c'est vrai que là, ça fait... Les deux. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir vraiment les deux pour baisser sa facture d'électricité? Après, on peut moduler. Je pense que là je n'ai pas exploré toutes les solutions en termes notamment d'isolation. Je pourrais renforcer un peu l'isolation pour réduire un peu les consommations. L'objectif, c'était plutôt d'atteindre une certaine autonomie, que ce soit déjà pour ne pas dépendre du réseau et puis de se dire si jamais il y a des coupures comme celles qui sont annoncées là, dans les prochains mois, voilà. Et mine de rien, tout ce qui est les panneaux solaires, ils ont besoin d'électricité pour tourner parce qu'il y a des circulateurs qui font tourner l'eau. Donc s'il n'y a pas d'électricité, on est coincé là aussi. Donc il faut quand même avoir un minimum d'autonomie. Un joli potager manuel aussi. Et oui, l'idée c'est quand même d'être autonome à tout point de vue. Donc, dans la maison canopée, qui était donc mon laboratoire pendant une dizaine d'années, c'était une maison de 250 mètres carrés où j'étais à 14 € par mois d'électricité. Et c'était en région parisienne, donc il n'y avait pas forcément de soleil. Et ça marchait super bien, c'était bluffant. C'est un peu la solution aussi pour remédier à la déforestation qui se passe actuellement un peu partout en France. Mais ça, c'est un vrai sujet, les contraintes d'urbanisme. Quand on nous interdit de mettre des panneaux solaires sur un toit, c'est un non-sens et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Mais je me demande si c'est pas fait exprès. Donc là aussi, je vois que tu as fait une petite retenue d'eau. Ben oui, parce que l'eau, c'est vraiment un sujet vraiment sensible. Hein. On l'a vu cet été avec la sécheresse qu'il y a eu. Donc plutôt que de mettre des cuves d'eau de pluie, je me suis dit que j'allais creuser un bassin, une retenue collinaire qui permet de récupérer toute l'eau de pluie, plus l'eau de ruissellement, qui en même temps crée un biotope. Donc il y a des poissons qui sont venus tout seuls, je ne sais pas d'où ils sont arrivés, mais il y a eu des poissons qui sont mis dans le lac. Et ça fait même piscine pour les chiens, ils sont contents. Et voilà, mais l'eau c'est un sujet hyper important. On sait qu'aujourd'hui on en manque. Et qu'il faut trouver un maximum de solutions pour la réutiliser, la recycler, éviter de la consommer. Donc ça passe par déjà les toilettes. C'est une aberration de mettre de l'eau potable dans les toilettes, hein, quand on pense que voilà, il y a des endroits où on manque d'eau et là on va jeter de l'eau dans les toilettes. Donc sans forcément mettre des toilettes sèches parce que c'est un peu extrême, c'est au moins récupérer au maximum l'eau. Mais l'eau de la douche brute, on peut la mettre dans les toilettes. Donc là, c'est ce que j'ai prévu de faire là. J'ai pas fini les installations, mais de récupérer un bac et de la mettre dedans. Moi, je me rappelle dans ma précédente maison, qui était donc une maison qui c'était la maison canopée, qui était une maison laboratoire qui consommait pratiquement rien en énergie et en eau aussi. J'avais fait un système de recyclage des eaux grises, c'est-à-dire que l'eau des bains, des douches, du lavabo était récupérée dans une mini station d'épuration et récupérée pour même le lave-linge et tous les usages. Et ça, c'était top. Mais là, ce système-là, petit à petit, il nécessite aussi de l'entretien.
Et puis c'est ça dérange un peu parce que en site urbain, on bypass un peu tous les systèmes des traiteurs d'eau en fait, parce que les traiteurs d'eau ils se rémunèrent au mètre cube qu'on rejette, donc si on le rejette pas, eh ben, ça leur convient pas. Donc je sais que j'étais un peu montré du doigt avec ce système. Mais ça devrait être quasiment automatique dans toutes les maisons, de pouvoir recycler l'eau. Et c'est possible, puisque toi c'est tu l'as possible, expérimenté. Ouais, moi je l'ai fait, alors sans forcément mettre en place ce système-là qui est encore une fois assez compliqué. Aujourd'hui, pour les toilettes, on pourrait très bien récupérer l'eau, la traiter. Alors je sais qu'il y a des systèmes, même s'il faut, on met une lampe UV pour éviter que l'eau elle tourne dans les cuves. Mais à ce moment-là, on peut le faire et il faut se poser cette question. Parcours, en parallèle de la construction écologique, j'ai été appelé à travailler sur des centres aquatiques très écologiques. Un des plus marquants dans mon parcours, c'est la piscine des Murs à Pêche à Montreuil, à l'époque où Dominique Voynet était maire de Montreuil et a souhaité non pas faire une piscine, mais un lieu de vie autour de l'eau, qu'elle a situé en plus dans des quartiers un petit peu entre guillemets défavorisés, des quartiers sociaux du haut de Montreuil, où elle voulait apporter aux gens qui vont jamais à la mer un endroit où ils pouvaient se ressourcer. Et en plus, ce centre, elle le souhaitait le plus écologique possible, donc d'être au moins à 70% d'énergie renouvelable et construit avec des matériaux biosourcés. Donc on a fait ce projet qui est essentiellement en bois et en isolant biosourcé, et on est à 80% d'énergie renouvelable sur tout le projet, donc c'est un peu un record mondial, hein, ce projet. Et j'ai proposé un système de filtration biologique pour le bassin extérieur. Donc à l'époque, la techno, parce que ce projet il a maintenant presque une dizaine d'années, à l'époque, c'était précurseur. Ouais, donc à l'époque, on savait pas comment traiter l'eau dans des bâtiments fermés, chauffés, donc on l'a mis sur le bassin extérieur et on a mis un système de biofiltration sans plantes, avec un biofiltre qui permet d'atteindre les fréquentations acceptables au niveau sanitaire, parce que voilà, quand on a une population qui vient dans un bassin, il faut que ça puisse fonctionner. Et ce projet, pour moi, ça a été un début d'une prise de conscience, de me dire, mais wow, si on sait traiter l'eau de manière biologique, on peut imaginer de faire des centres aquatiques entièrement biologiques et changer tout l'écosystème. Et donc de là est née l'idée d'holistique, parce qu'à partir du moment où on n'a plus de chlore dans le traitement d'eau, on peut modifier le système énergétique. On peut avoir une verrière, une serre bioclimatique, un peu comme la serre que j'ai construite. Là, on pourrait très bien imaginer mettre un bassin en traitement bio et économiser énormément. Aujourd'hui, avec holistique, on arrive à être entre 40 et 50% d'économie d'énergie par rapport à un bâtiment classique qui, lui, est au chlore et il faut extraire les chloramines, etc. Les études montrent que le chlore, pour moi, je le dis souvent aux élus, attention, le chlore, c'est l'amiante de demain. Il y aura des soucis. Mon associé sur holistique, Adric Singer, qui gère beaucoup de piscines dans une grosse métropole, là, il me dit, mais il a beaucoup de personnel qui très rapidement peuvent plus aller travailler en piscine parce qu'ils sont vraiment abîmés par le chlore. Donc pour moi, le chlore, il faut vraiment arrêter. Donc ça, je le dis à chaque fois. Et c'est une urgence. Donc, et aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'on est en train de construire 3 centres aquatiques en France. Donc il y a Amboise, Bellebeuf à côté de Rouen et Coudekerque à côté de Dunkerque, qui vont être les premiers centres en traitement bio, donc sans aucun chlore dans le bâtiment. Et ça, c'est une vraie révolution. Il y a des élus. Donc c'est les élus, j'allais dire, voilà, qui ont eu une démarche quand même, j'allais dire, bioclimatique. Des élus qui sont conscients qu'il faut faire autrement. Et c'est génial parce qu'ils portent le truc. Ils vont même jusqu'à la Direction Générale de la Santé pour expliquer qu'aujourd'hui, il faut faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, je milite auprès de tous mes consoeurs et confrères architectes pour qu'ils passent sur du bio, en tout cas ceux qui font des piscines comme moi. Et on a du mal, hein. Ils ne voient pas l'intérêt, alors que c'est un intérêt fondamental, quoi. Aujourd'hui, on est les seuls, mais j'aimerais qu'on soit suivis parce que ça permettrait aussi d'apporter de la crédibilité à tout ça, quoi. Tu sèmes des petites graines. Voilà, ce que je me dis, je pense que j'ai fait quand même bien bouger les choses. Oui. C'est évident qu'aujourd'hui, voilà, avec ces projets, ça va être super, parce que je pense aux gamins qui nagent dans du chlore, pour moi, c'est pas possible, quoi. Il faut faire autre chose. Et du coup, et pour finir avec holistique, donc c'est une structure que j'ai montée pour justement proposer des projets clés en main aux élus, pour éviter de passer par du conseil qui va dire il faut toujours faire comme d'habitude. Donc holistique, l'idée en plus c'est de faire des projets accessibles en budget, parce que les communes qui investissent
10, 15, 20 millions d'euros quand c'est pas 150 millions d'euros pour la piscine des Jeux à Paris. Enfin, c'est de la folie. Alors que des petites communes ont besoin quand même de faire nager les gamins pour l'apprentissage de la natation. Et là, avec Holistic, on a imaginé un projet qui coûte 1 million d'euros avec un petit bassin qui fait la moitié d'un 25 mètres, donc qui fait 12,5 par 8, qui permet d'accueillir 2 classes et qui est tout en bio et qui consomme pratiquement pas. Donc on est en consommation très très réduite parce qu'il y a une verrière bioclimatique et il y a des solutions énergétiques très performantes. Et ça c'est génial. Pour moi aujourd'hui, plutôt que de faire des gros centres aquatiques, il faut sur le territoire mettre des petits équipements de proximité où les gens peuvent aller en vélo, où les élèves d'une classe ils vont à pied même de l'école, on le met en centre-ville et on a ces petits équipements. En plus on les construit super vite, ils sont tous en matériaux biosourcés, il n'y a pas de béton, moi c'est 0 béton, donc on pose le truc et on a un projet un peu clé en main et bio. J'avais fait une fois un article dans les Échos et j'avais dit effectivement il faut chercher d'abord à ne pas consommer. Donc c'est se dire, et ça c'est ma gymnastique de tous les jours, c'est comment on fait pour ne pas consommer. Ce qui ne veut pas dire qu'on vit à l'âge de pierre, c'est comment on peut réduire tout ça et son empreinte écologique globale, quoi. Oui, donc c'est nous le changement en fait. Bah ouais, l'énergie renouvelable, c'est nous. On n'est que de passage sur la Terre et que tout ce qu'on fait a un impact. Donc se dire que quand on construit, comment on va pouvoir utiliser le moins de ressources possible et faire en sorte qu'on laisse le moins de traces possible aussi derrière. Je suis très optimiste pour l'avenir. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde fait bouger énormément les choses et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui prennent le relais, qui s'organisent en lieu participatif, collaboratif, qui mettent en place des nouvelles structures totalement innovantes, qui ont aussi cette conscience du vivant et de comment on peut bâtir différemment. Et ça me met en joie parce que voilà, je me dis que c'est bon, la poursuite est assurée et ça va le faire. Hein.